Jeudi 29 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Préparatifs du sommet arabe d'Alger, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie reçu au forum El Moudjahid avant de sceller l'union des différentes organisations palestiniennes à Alger. Mali, Bamako se désolidarise des sanctions de la CEDEAO prises contre la Guinée pendant que la visite de la délégation de la CEDEAO à Bamako avait été reportée de 48 heures à la demande du gouvernement malien de transition. Liban, élection d'un nouveau président. Le Parlement échoue à élire un nouveau président. 68 députés ont voté blanc. On en parle dans un instant. France, forte mobilisation dans tout l'Hexagone pour les salaires et les retraites. Ils étaient des milliers à battre le pavé dans l'Hexagone à l'appel des syndicats. On entame ce journal avec les préparatifs du sommet arabe d'Alger. Ils se poursuivent. Le forum d'El Moudjahid a accueilli aujourd'hui Faiz Abou Aïta, ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, afin de pallier sur la relation d'exception entre les deux peuples et les deux États à la veille de l'organisation dans la capitale algérienne d'une conférence pour sceller l'union des différentes organisations palestiniennes. Couverture, Sofiane Baroudi. Le forum d'El Moudjahid a accueilli aujourd'hui l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie. L'événement a été l'occasion de réitérer l'expression de solidarité inconditionnelle de la société civile algérienne aux aspirations légitimes du peuple palestinien, en lutte quotidienne pour ses droits. La vérité est que tout le peuple palestinien, dans toutes ses composantes et toutes ses colorations politiques et sociales, apprécie, reconnaît et rend hommage aux prises de position honorables du peuple algérien et de sa direction politique avec à sa tête le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune. Les affirmations récurrentes des expressions de solidarité algérienne ont eu lieu dans une conjoncture exceptionnelle, je tiens à le préciser. À l'ombre de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, les positions de l'Algérie sont une exception qui sied à cette grande nation et sa grande histoire. Les préparatifs du prochain sommet arabe qui aura lieu le 1er novembre prochain dans la capitale algérienne se poursuivent. Cet événement crucial sera célébré sous le signe de la solidarité avec le peuple de Palestine, de la fraternité et de l'unité retrouvée. Les conditions que traversent le monde arabe et le monde musulman sont en tout point exceptionnelles. Dans ce timing particulier, l'organisation du prochain sommet arabe d'Alger implique des préparatifs exceptionnels qui sont visibles et palpables. Celle-ci se caractérise par une action diplomatique soutenue dirigée par le président algérien Abdelmajid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtal Lamamra, ainsi que par une équipe ample de diplomates qui déploient de grands efforts considérables pour une préparation à la hauteur de l'événement que va être le sommet arabe d'Alger. L'Algérie déploie de grands efforts pour permettre la réconciliation des factions palestiniennes dans un esprit fédérateur afin de doter le peuple palestinien d'un instrument de lutte effective et d'un représentant unique en permettant le renforcement du cadre institutionnel que constitue l'Organisation pour la libération de la Palestine. Nous allons bientôt assister à une réunion regroupant toutes les organisations politiques palestiniennes en Algérie afin d'en finir avec les divisions en application de l'initiative de réconciliation et d'union lancée par le président algérien. Le peuple palestinien appelle de ses vœux cet objectif parce que le seul bénéficiaire de cet État, de fait, est le régime d'occupation sioniste. Nous espérons donc célébrer bientôt en Algérie une réunion consacrant l'unification des aspirations des organisations palestiniennes. La cause palestinienne continue d'être au cœur de l'action politique et diplomatique algérienne, tout comme la solidarité avec les causes justes est un principe intangible, arboré sous le ciel algérien.
Et en parlant de Palestine, plusieurs enseignants et élèves ont été blessés lors de l'effraction des forces d'occupation sionistes dans une école élémentaire intermédiaire. D'après l'agence de presse Wafa, l'attaque a eu lieu dans la région sud d'Hébron, au sud de la Cisjordanie occupée. Les enseignants et élèves ont été agressés par les forces sionistes. Du gaz et du poivre ont été pulvérisés sur les victimes. L'agence de presse ajoute que les soldats d'occupation ont détenu 2 élèves avant de les libérer plus tard. Sahara occidental, c'est au congrès annuel du Parti travailliste britannique que la délégation sahraoui a insisté sur la responsabilité du gouvernement britannique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire pression sur le Royaume du Maroc et l'amener à respecter les résolutions du Conseil qui affirment le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La délégation du Front Polisario a pris part au congrès à l'invitation des dirigeants du Parti travailliste britannique et a informé les participants des derniers développements de la question sahraoui et de la nouvelle situation préoccupante dans le territoire sahraoui. Et justement, une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui se rendra à New York dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations unies début octobre pour pétitionner devant les membres de la 4e commission au sujet du conflit du Sahara occidental. Saïd Ayachi nous rejoint par téléphone, président du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, on va en parler avec vous puisque, justement, vous faites partie de cette délégation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce voyage qui vous mènera à l'ONU pour plaider la juste cause du Sahara occidental? Oui, bien sûr. La 4e commission, dite aussi commission de la décolonisation, comme vous venez de dire, s'est réunie dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et devant les membres de cette commission, les délégués du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui plaideront chacun sur un ou 2 aspects de ce grand et lourd dossier qui est le dossier du conflit du Sahara occidental. Mais au total, les délégués algériens qui, pour l'occasion, seront renforcés par les membres algéro-américains de notre communauté résidant à New York, les délégués algériens exigeront d'abord l'organisation rapide d'un référendum d'autodétermination conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité, ainsi que d'ailleurs les recommandations des années passées de la 4e commission. Ils auront aussi l'occasion de dénoncer les violations massives répétées des droits de l'homme contre les civils sahraouis au Sahara occidental et ils dénonceront également les spoliations des ressources naturelles du Sahara occidental dans un cadre tout à fait illégal. Comme il ne manquera pas de dénoncer les entraves faites par le Maroc à tous les envoyés personnels successifs du secrétaire général dans leur mission d'installer des négociations entre le Front Polisario et le Maroc. Et enfin, ils ne manqueront pas de dénoncer toujours l'impunité dont jouit le Maroc et son comportement arrogant, son défi d'installer au Sahara occidental une colonisation bâtie sur la politique du fait accompli et la stratégie de la fuite en avant. On ne manqueront pas, en tant qu'Algériens, de dévoiler devant les membres de la 4e commission la conduite irresponsable du Maroc dans son hostilité injustifiée envers notre pays et ses tentatives de porter atteinte à la stabilité de notre nation et à l'union de notre peuple. Merci Saïd Ayachi pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes président du Comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Et au Maroc, justement, 19 personnes sont décédées à Aqsar el-Kabir, au nord du pays, après avoir consommé de l'alcool frelaté, un fléau récurrent dans le royaume, selon les médias locaux. Cet alcool de contrebande était vendu dans le magasin d'un suspect. Ce commerce a été perquisitionné. Les enquêteurs ont saisi près de 50 litres d'alcool de ce type. Une trentaine de personnes ont dû être hospitalisées dans un état critique après l'intoxication et 2 d'entre elles se trouvent toujours en réanimation. Et en Espagne, plus de 4 tonnes de hashish en provenance du Maroc ont été saisies par la garde civile espagnole et l'agence espagnole de l'administration fiscale. Une 50aine de membres présumés d'une organisation spécialisée dans le trafic de grandes quantités de drogue sont impliqués. Cette organisation opérait entre le Maroc et l'Espagne, selon les médias espagnols.
Le Mali se désolidarise des sanctions de la CEDEAO prises contre la Guinée. Et ce n'est pas la première fois que la CEDEAO est au cœur des critiques du Mali qui juge trop sévères les sanctions déjà prises contre son pays et contre la Guinée, alors que l'institution en question, la CEDEAO, devrait plutôt accompagner les populations plutôt que de les sanctionner. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le gouvernement malien. Leïla Gertal. La CEDEAO mise face à ses responsabilités. Cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée pour accompagner les pays de la sous-région en période de crise. Depuis quelque temps, cette institution composée en grande partie des anciens chefs d'État africains a commencé à adopter des mesures contre les pays qu'elle est censée supporter et soutenir, notamment ceux qui ont pris le pouvoir par la force. Le Mali, la Guinée-Conakry ou encore le Burkina Faso en sont la parfaite illustration. Après des mois de négociations, les autorités de transition militaire de ces trois pays ont commencé à appliquer certaines conditions imposées par la CEDEAO tout en conservant le pouvoir afin d'assurer la sécurité et la stabilité de leur pays. La CEDEAO a montré, depuis le début des crises, plus d'indulgence vis-à-vis du Burkina Faso, par exemple, que de la Guinée ou du Mali. Les dernières sanctions de la CEDEAO imposées à la Guinée n'ont pas été bien accueillies par le Mali. Bamako, donc, se désolidarise simplement de ces sanctions et oppose une fin de non-recevoir aux sanctions contre la Guinée, tout comme la Guinée l'a fait pour le Mali. Les deux pays, d'abord, ne comprennent pas cet acharnement de la CEDEAO sur leur pays et l'indulgence témoignée au Burkina Faso. Ensuite, dans un communiqué du gouvernement de la transition, celui-ci qualifie ces sanctions d'illégales car, dit le communiqué, l'objectif de la CEDEAO est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'entreprendre des sanctions contre-productives. Et au Mali, la visite de la délégation de la CEDEAO à Bamako avait été reportée de 48 heures à la demande du gouvernement malien de transition. Les présidents du Togo, du Ghana et de la Gambie vont plaider pour la libération des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. L'occasion également de mettre sur table plusieurs dossiers communs au Mali et à la Côte d'Ivoire. Et direction le Kenya où le président William Ruto a prononcé son premier discours devant le Parlement depuis son élection. Le nouveau président avait annoncé mardi la composition de son gouvernement. William Ruto, qui s'est présenté durant la campagne comme le candidat des débrouillards, a annoncé vouloir relancer l'économie et a promis de travailler avec tous les Kenyans. Et à la frontière du Kenya avec l'Ouganda, à Busia, les passagers, les camions et les chauffeurs de bus doivent désormais être contrôlés pour cause l'apparition du virus Ebola en Ouganda. Chaque jour, des centaines de passagers en provenance de pays d'Afrique de l'Est, dont la République démocratique du Congo, le Burundi, le Sud-Soudan et l'Ouganda, franchissent la frontière kenyane. À noter que la République démocratique du Congo avait déclaré mardi la fin d'une nouvelle épidémie d'Ebola au cours de laquelle un seul cas avait été confirmé. Plus de 5000 personnes ont été contrôlées à la fois à la frontière de Busia et à celle de Malaba. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de cas laissant penser à Ebola. Ebola affecte notre travail de chauffeur car les gens ont peur de voyager. Ils pensent que s'ils vont au Kenya, ou en Ouganda ou au Rwanda, ils vont attraper Ebola. Les passagers sont peu nombreux. Comme aujourd'hui, nous ne sommes que 24 dans un bus d'une capacité de 45 personnes. Et en Guinée, le procès de l'ancien président Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables politiques et militaires s'est ouvert hier. Un procès concernant les violences commises le 28 septembre 2009 au stade de Conakry où 156 personnes ont été tuées, au moins 109 femmes violées et des centaines de personnes blessées. Le public s'est déplacé en masse pour assister à ce procès historique, mais la défense et partie civile se sont mis d'accord pour éviter un procès expéditif et l'audience reprendra le 4 octobre.
Au Rwanda, le financier présumé du génocide en 1994, Félicien Kabuga, est accusé d'avoir eu un rôle substantiel dans le massacre ethnique de la minorité Tutsi. C'est ce qu'a déclaré l'accusation lors de l'ouverture de son procès à La Haye. Il est jugé pour avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU. Arrêté en 2020 près de Paris, après 25 ans de cavale, il est notamment accusé d'avoir participé à la création d'une milice. La Chambre d'appel a poursuivi en concluant que, et je cite, « le génocide rwandais fait partie de l'histoire mondiale. Un fait aussi certain qu'un autre, un exemple classique d'un fait de notoriété publique. » Fin de la citation. 28 ans après les événements, ce procès vise à tenir Félicien Kabuga responsable de ses contributions substantielles et intentionnelles en ce qui concerne ce génocide. Irak, c'est la deuxième attaque à la roquette en 48 heures à Bagdad. 4 tirs ont été signalés sans revendication. Pour l'instant, aucun blessé n'a été déploré. Les désaccords politiques entre les différents partis forment un terreau propice à la violence dans un pays toujours sans gouvernement. Safwan Ben Sabri. Après une nuit de tension à Bagdad, la violence a régné autour de la zone verte dans la capitale irakienne. 4 roquettes ont été tirées jeudi depuis l'est de Bagdad vers la zone verte de la capitale irakienne, une zone où se trouvent notamment des bâtiments gouvernementaux et des missions diplomatiques étrangères. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer et les tirs n'ont pas encore été revendiqués. C'est la deuxième attaque du genre en 48 heures. Mercredi, une attaque similaire avait fait 7 blessés parmi les forces de sécurité irakiennes. La première attaque a eu lieu alors que le Parlement renouvelait sa confiance au président irakien. L'Irak reste néanmoins sans gouvernement depuis les législatives d'octobre 2021, une situation favorable à l'instabilité. La crise politique oppose notamment le puissant leader chiite Muqtada Sadr à divers groupes politiques, dont le cadre de coordination regroupant plusieurs formations, dont certaines proches de l'Iran. Les désaccords entre sadristes et le cadre de coordination empêchent pour l'heure la formation d'un gouvernement de consensus. Toujours est-il que la colère gronde dans la rue irakienne. Les citoyens s'apprêtent à occuper la rue le 1er octobre pour protester contre l'inaction des autorités en attendant une sortie de l'impasse. Et le Parlement libanais qui s'est réuni ce jeudi pour élire un nouveau président. Mais à l'issue d'un premier tour de vote, aucun consensus n'a été trouvé pour choisir le successeur au chef de l'État sortant. Les profondes divisions au sein de l'Assemblée font craindre que le Liban ne se retrouve à nouveau sans président après l'expiration du mandat de Michel Aoun fin octobre prochain. Souhila Kilala. Impasse politique au Liban, le Parlement a échoué ce jeudi à élire un nouveau président de la République à l'issue d'un premier tour de vote. Plusieurs députés ont quitté la salle avant la tenue d'un deuxième tour, conduisant à la levée de la séance, faute de quorum. Le député Michel Moawad a obtenu le plus grand nombre de voix avec 36 votes. Il aurait eu besoin d'un total de 86 votes pour se faire élire au premier tour. Avant la séance d'aujourd'hui, la présence d'un nombre suffisant de députés pour le vote était incertaine, mais le quorum a finalement été atteint. Au total, 122 députés sur 128 ont voté, dont 68 ont glissé un bulletin blanc. Le chef du Parlement, Nabih Berri, a annoncé qu'il appellera un deuxième tour lorsqu'un accord sera trouvé pour élire le prochain président, un processus qui pourrait prendre des mois dans un pays où la classe politique est profondément divisée. Pour rappel, l'élection du président sortant en 2016 avait eu lieu après une vacance de 29 mois au sommet de l'État, les parlementaires ayant tenté en vain à 45 reprises de parvenir à un consensus sur un candidat. Le Liban connaît l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850 selon la Banque mondiale, marquée par une flambée vertigineuse des prix, une dégringolade historique de la monnaie nationale et de graves pénuries. Le pays est aussi dans une impasse politique. Un nouveau gouvernement se fait toujours attendre 4 mois après les élections législatives. Le chaos est inacceptable. Propos signés du président iranien Ibrahim Raïssi au sujet des manifestations qui traversent les principales villes du pays. Ces manifestations qui, rappelons-le, ont été déclenchées après la mort d'une jeune femme, Masha Amini. En dépit de l'enquête en cours quant aux causes de la tragédie, la police anti-émeute, elle, poursuit ses interpellations. 1200 personnes auraient été arrêtées jusque-là. Karim Bouaziz.
Fermeté, refus de l'anarchie, le résumé en substance de l'interview donnée par le président Ibrahim Raïssi à la télévision d'État, en assurant d'un côté que la transparence serait de mise et que les autorités de l'État présenteraient bientôt un rapport final sur les circonstances de la mort de la jeune de 22 ans, Mahsa Amini. Le président iranien semble aussi faire une nuance nette entre manifestants et émeutiers. Ces derniers devront être traités avec fermeté, assura-t-il. En effet, il faut le dire, les manifestations prennent de l'ampleur depuis le 16 septembre dans plusieurs villes du pays en réaction au décès annoncé officiellement à l'hôpital de la jeune femme originaire du Kurdistan, et ce pour non-respect du code vestimentaire. Les autorités concernées nient pourtant toute implication. Or, ce qui a mis le feu aux poudres est que la famille de la défunte ait porté plainte contre les auteurs de l'arrestation. Selon elle, Mahsa Amini aurait trouvé la mort après un violent coup sur la tête donné par la police des mœurs, ce qui déclencha ipso facto des manifestations au cours desquelles 60 personnes auraient trouvé la mort, ainsi que 10 policiers. Chose assez inédite est que des protestataires ont déchiré des photos du guide suprême Ali Khamenei et de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique, ou encore lancé des pierres contre les forces de sécurité, incendié des voitures de police et mis le feu à des bâtiments publics selon des vidéos. Des vidéos dont la transmission est de plus en plus difficile à cause d'une perturbation du réseau Internet. Plusieurs chancelleries occidentales comme l'Espagne ont convoqué d'ores et déjà les ambassadeurs iraniens. Le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdullahian a indiqué pour sa part que la stabilité de l'Iran n'était pas en jeu. Par ailleurs, il s'agit des plus importantes protestations depuis 2009, à l'heure où l'Iran mène des frappes au Kurdistan iranien, sans parler d'une inflation exceptionnelle à 60% et ajoutant à cela les rumeurs entourant la santé précaire du guide suprême Ali Khamenei. Et le Kremlin qui a fait savoir aujourd'hui qu'une cérémonie de signature d'accord sur l'adhésion de nouvelles régions à la Fédération de Russie se tiendra demain en présence du président Vladimir Poutine et d'un discours très attendu. Une question se pose, quel serait l'impact du référendum sur la confrontation militaire opposant Kiev et Moscou depuis plus de 6 mois? Amin Toutah. Au lendemain du oui à l'adhésion à la Russie des 4 régions ukrainiennes, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, Moscou annoncera une officialisation de la procédure demain 30 septembre, lors d'une cérémonie de signature des accords de rattachement et surtout un discours très attendu du président russe Vladimir Poutine, dans une démarche qui ressemble à celle de 2014, qui a vu la péninsule de la Crimée intégrer la Russie. Mais la réalité actuelle est tout autre et différente, marquée par une situation de conflit militaire entre Russes et Ukrainiens depuis plus de 7 mois. Les pourparlers sont, rappelons-le, suspendus depuis le mois de mai et ne risquent pas de reprendre de sitôt, après un scrutin dénoncé par l'Occident et rejeté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur le terrain, la démarche russe survient dans un contexte de contre-offensive menée par Kiev sur des territoires sous contrôle russe à l'est du pays. Face à cette situation, Moscou avait décidé de mobiliser partiellement 300 000 soldats réservistes dans ses rangs sur un front de plus en plus intense. Un conflit ukrainien qui a engendré un stress énergétique mondial. Et c'est dans ce sens que le groupe Sonatrach a signé ce jeudi 2 contrats EPC, Engineering, Procurement and Construction, avec un groupement d'entreprises. Le premier porte sur la réalisation en EPC des unités de séparation et décarbonisation à Al-Rar, Wilaya d'Ilizi, dans le cadre du développement des champs gaziers de Tinhert Al-Rar. Le montant global de ce contrat s'élève à 42,7 milliards de dinars, équivalent pour un délai de réalisation de 36 mois et devra entrer en service fin 2025. Le premier contrat, ça concerne un consortium entre Petrofac et notre filiale JCB. C'est une première pour la première concernant la réalisation de projets de Sonatrach, et ceci dans le cadre de la promotion de l'outil national. Et la baisse de transfert de la devise à l'étranger, ça concerne le développement de la partie sud du projet gazier Tinhert avec une production de 10 millions de mètres cubes jour. Le deuxième projet, ça concerne notre filiale SARPI de réalisation des projets industriels.
Et ça concerne la réalisation des pompes multiphasiques pour la production et le transport de 20 000 barils jour de pétrole brut et 800 000 mètres cubes jour de gaz naturel. Et en France, forte mobilisation sociale dans l'ensemble du territoire. Plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel des syndicats. Ce jeudi, ils réclament des hausses de salaire. Ils ont battu le pavé pour donner également un coup de semonce avant le dévoilement du projet de l'exécutif concernant les retraites. Nariman Zekar. On est où? Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Augmentation des salaires, minima sociaux, bourses et retraites, il est urgent d'agir. Tel est le slogan marqué sur la banderole de tête de la première manifestation à Paris. Les Français sont déterminés à se faire entendre. Le cortège de manifestants a démarré ce matin dans l'ensemble du territoire, englobant les villes de Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Caen. Plusieurs syndicats français dont la Confédération Générale du Travail, Solidaire ou encore Organisation de Gauche avaient appelé à une journée nationale de mobilisation avec pour mot d'ordre augmenter les salaires et non l'âge de la retraite. Que nos salaires n'ont pas augmenté en fonction de l'inflation actuelle et depuis longtemps aussi n'ont pas augmenté. Et on se retrouve aussi en difficulté dans nos institutions où les accueils sont de plus en plus compliqués, on a moins de place, il y a moins de collègues qui veulent venir travailler parce que les salaires sont trop bas et les conditions de travail trop compliquées. Des milliers de personnes appartenant au secteur de l'enseignement, des transports, des services publics et des métiers de l'énergie ont répondu présentes à cet appel. La RATP a annoncé des perturbations du trafic des métros et bus en raison de la mobilisation. Alors qu'on est en grève depuis février dans l'énergie pour revaloriser. On a un point d'indice qui fonctionne un peu comme les fonctionnaires, qui est quasiment gelé depuis 10 ans. Donc là, on a perdu 10% de pouvoir d'achat sur les 10 dernières années. Et là, sur cette année, on prend 10% aussi. Donc nos salaires stagnent. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement français, avait appuyé mercredi l'importance de la réforme des retraites comme étant une nécessité qui devrait entrer en vigueur d'ici l'été 2023. Lors de sa campagne électorale, le président Emmanuel Macron avait promis de relever l'âge de départ à 65 ans. Les organisations syndicales françaises doivent ainsi se retrouver au siège de l'UNSA le 3 octobre et pourraient alors décider d'une nouvelle journée de mobilisation unitaire cette fois. En Floride, l'ouragan Ian, rétrogradé en tempête tropicale, poursuivait ce jeudi son chemin destructeur vers la Caroline du Sud. Après avoir dévasté les côtes de la Floride, on peut le voir sur ces images, pour la plupart toujours plongées dans le noir et provoqué des inondations catastrophiques. Face à l'ampleur des dégâts, le président américain Joe Biden a déclaré ce matin l'état de catastrophe naturelle majeure. Une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées. Quelques 2,6 millions de foyers ou commerces étaient toujours privés d'électricité ce matin en Floride. La ville de Punta Gorda, par exemple, a passé la nuit dans l'obscurité. C'était incessant, ça soufflait sans cesse au-dessus de nos têtes. On entendait le métal frapper contre le bâtiment. Il faisait sombre, on ne savait pas ce qu'il se passait dehors. Mais j'ai prié le Sauveur Tout-Puissant et il m'a aidé à traverser cette épreuve. Il n'y a que des dégâts matériels. Nous sommes en vie, nous allons bien. À 22h hier soir, les poteaux électriques se balançaient. Ils sont tous neufs. Je disais non, 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 vous ne devez pas tomber. Restez, restez. Et oui, ils sont toujours debout. Tous nos poteaux sont debout. Nous n'avons pas de ligne électrique au sol, comme il y a eu avec l'ouragan Charley en 2004. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo continue juste après ce journal avec Amel Amezienne Zitouni. Quant à moi, je vous retrouverai demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir.